Avez-vous des idées reçues sur les avalanches? Les chiffres et les statistiques sur les victimes d'avalanches, notamment en France, sont assez stables malheureusement, avec une trentaine de victimes chaque année environ, avec des années qui sont significativement au-dessus et parfois en dessous, mais voilà, il n'y a pas de tendance générale ni à la hausse ni à la baisse. Du hors-piste à côté des pistes, c'est pas dangereux. À partir du moment où on sort des pistes, on rentre dans la zone dite de hors-piste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sécurisée. Les stations sécurisent les pistes qu'ils décident d'ouvrir, et c'est-à-dire que même si on se trouve sur une piste qui n'est pas ouverte, on prend un risque avéré. Nous avons eu malheureusement une victime d'avalanche la semaine dernière, donc la personne est décédée sur une piste qui était fermée. Et donc les panneaux qui indiquent que les pistes sont fermées et danger d'avalanche indiquent un danger réel, même si on est proche des pistes. Même en bord de piste, si on est en hors-piste, ça implique toutes les connaissances de la pratique du hors-piste, toute la préparation de la pratique du hors-piste, qu'elle soit à des kilomètres des pistes ou à quelques centaines de mètres des pistes. Si on suit des traces, ça craint rien. C'est très dangereux de suivre des traces sans réfléchir parce que, comme je l'expliquais juste avant, le manteau neigeux évolue très vite. Il suffit que le soleil passe sur le manteau neigeux, la constitution de la neige peut changer très rapidement. Donc, quelqu'un qui est passé 1 heure avant vous au même endroit a pu passer sur une zone qui était relativement stable, et les conditions ont pu changer 1 heure après. Et puis vous avez des skieurs qui ont un niveau que vous n'avez pas nécessairement. C'est pas que le niveau à ski, c'est les connaissances du manteau neigeux, de savoir où on s'engage. Et puis il y a des skieurs qui skient avec un parapente. Donc c'est très dangereux de suivre des traces sans réfléchir. En montagne, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il faut préparer sa sortie. Quand on arrive sur le terrain, il faut voir si les conditions correspondent à ce que l'on avait anticipé. Et à chaque nouveau compartiment de terrain qui peut présenter des dangers, il faut réévaluer le risque avant de s'engager dans la pente. C'est risque 3, c'est pas dangereux. Vous savez que le bulletin d'estimation du risque d'avalanche a une échelle de 1 à 5. Donc, un risque 3, on est déjà à 75% du risque, ce qui est loin d'être anodin. L'estimation du risque d'avalanche vaut pour l'ensemble d'un massif. Le risque 3 peut valoir pour un massif ou pour une orientation, mais localement sur une pente qui n'est pas de la même orientation, qui n'a pas subi la même charge de neige, le même travail du vent, le risque peut être beaucoup plus élevé ou beaucoup plus faible. Donc c'est vraiment juste une valeur d'indication. Le bulletin d'estimation du risque d'avalanche contient bien plus que, si vous le lisez, en fait, il contient bien plus d'informations qu'une simple valeur chiffrée. Le risque 3 est un des risques les plus communs. C'est là qu'on retrouve le plus souvent des victimes d'avalanche, parce qu'il y en a plus souvent. Donc ça ne veut pas dire que risque 3, c'est peu dangereux. Les dernières avalanches mortelles étaient par risque 3. Et hier, on en a eu malheureusement une avalanche mortelle et c'était par risque 2. On peut skier plus vite qu'une avalanche. Il ne faut pas se fier aux belles vidéos de freeriders, des champions du freeride, parce que même eux, ils payent un très lourd tribut en avalanche. Donc il y en a beaucoup qui meurent sous des avalanches. Et malheureusement, une simple perte d'équilibre une fois dans l'avalanche, un skieur ne peut pas prétendre ou espérer ou miser sur le fait d'aller plus vite qu'une avalanche, sachant que les avalanches peuvent être déclenchées à distance et qu'une avalanche peut partir de bien plus haut et ensevelir un skieur bien avant qu'il ait le temps de réagir. C'est seulement quand il neige beaucoup. C'est vrai que lorsqu'il y a une forte chute de neige, la quantité de neige mobilisable est plus importante. Il peut donc conduire à une avalanche de plus grande ampleur ou à des avalanches de plus grande ampleur. Néanmoins, les couches fragiles dites persistantes peuvent conduire au déclenchement d'avalanches bien plus loin dans le temps que lors de la chute de neige. Donc on peut avoir des avalanches qui se déclenchent en fin de saison, alors que la dernière chute de neige a eu lieu plusieurs mois avant. D'où l'étude du manteau neigeux et l'étude assez fine du BRA. Le BRA, du coup, c'est le bulletin d'estimation du risque d'avalanche qui est publié par Météo France, donc tous les jours, et qui est accessible sur leur site, et qui décrit vraiment la constitution du manteau neigeux. Et par exemple, s'il existe des couches fragiles persistantes dans le manteau neigeux, ils vont le dire. En cas d'avalanche, il faut jeter ses bâtons. C'est difficile de donner des conseils, il n'y a pas de véritable étude scientifique sur la réaction à avoir lorsqu'on est pris dans une avalanche. Ce que je peux vous dire, c'est de bien préparer votre sortie, de bien être porteur d'un détecteur de victimes d'avalanche. Si vous avez un sac airbag et que vous avez le temps de le déclencher, ça augmente les chances de vous en sortir. Si malheureusement une personne est prise dans l'avalanche, il faut essayer de repérer le dernier endroit où elle a été vue, pour savoir à partir de quelle hauteur on peut commencer à la rechercher. Il faut passer les DVA en mode recherche pour commencer à rechercher la victime. Si vous êtes plusieurs à assister à l'avalanche, il y en a un qui peut immédiatement appeler
appeler les secours pour déclencher au plus vite les secours et gagner du temps, sachant que la plupart des personnes qui sont sorties vivantes des avalanches le sont par les personnes qui assistent directement à l'avalanche et non pas par les secours, même s'ils arrivent très vite. Et les chances de survie sont réelles dans les 10 premières minutes. Donc, c'est les personnes qui sont sur place qui vont pouvoir vraiment agir. Donc, il faut qu'elles soient porteuses d'un DVA elles-mêmes, d'une pelle, d'une sonde, et qu'elles soient entraînées à les utiliser. Quand on s'engage dans du hors-piste, c'est pas anodin. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes qui connaissent et il faut apprendre avant d'y aller. Voilà, comme de manière générale en montagne et en haute montagne, il faut apprendre et puis il faut préparer pour limiter le risque.